Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Dans le nord de la Syrie, le cessez-le-feu n'est pas respecté par les groupes armés de l'opposition soutenus par le Conseil national syrien. Ces groupes poursuivent leurs attaques. C'est aussi le cas au sud de Jarablus où Daesh poursuit ses offensives. À Alep, le quartier kurde de Cheikh Marsout est toujours sous le feu des forces rebelles. Des forces rebelles soutenues par le Conseil national syrien, et ce, malgré le couvre-feu. Ces groupes rebelles sont menés par la formation Ahrar el-Sham. Et plusieurs civils sont encore tombés sous ces attaques au mortier. Rappelons également que ce Conseil national syrien est la seule instance reconnue par la France, comme l'a encore rappelé cette semaine le ministère français des Affaires étrangères. Dans ce Conseil national syrien, on retrouve aussi l'ENKS, le Conseil national des Kurdes de Syrie, une instance politique créée par le gouvernement d'Aouler, en Irak, sous la coupe du PDK, le parti de la famille des Barzani. Mais il n'y a plus que 2 partis kurdes de Syrie en son sein, et leur silence sur les attaques de la coalition dont ils sont membres est très mal ressenti par les habitants de Cheikh Marsout. Le long de la rive droite de l'Euphrate, maintenant, des combats violents ont opposé les forces démocratiques syriennes à Daesh. Les attaques menées par le Daesh se font depuis la ville de Jarablus. Et aujourd'hui, Minbish est sur la ligne de front. Les membres de Daesh ont absolument besoin de Minbish pour pouvoir frapper l'Europe en y faisant passer leurs éléments. Et la Turquie s'oppose à ce que les forces démocratiques syriennes puissent en prendre le contrôle. Concrètement, en empêchant la prise de Minbish par les forces démocratiques syriennes, la Turquie soutient ainsi la logistique des attaques terroristes menées en Europe. Comme le disait Ilan Ahmet, la coprésidente de l'Assemblée démocratique syrienne, la Turquie est devenue le centre mondial du terrorisme. C'est de la Turquie que les terroristes vont et viennent entre l'Europe et la Syrie. Des bombardements de la coalition internationale ont aussi visé les positions du Daesh autour de Minbish cette semaine. Il y aurait eu là plusieurs dizaines de morts au sein de l'organisation Daesh. Et Minbish est prête à être libérée par les forces démocratiques syriennes. La population arabe de Minbish est aussi soumise aux atrocités du groupe et elle attend aussi sa libération. Près du pont de la ville, 2 Arabes ont encore été lapidés cette semaine, à la vue de tous, sous prétexte d'adultère. Libérer Minbish, c'est donc fermer une porte principale de sortie du Daesh vers l'Europe et rendre aux habitants arabes locaux leur liberté et la gestion de leur quotidien. Plus à l'ouest, dans le canton de Kobani, une attaque au missile a fait 2 morts ce mercredi sur le village de Kubé. Une mère et son enfant de 5 ans, El Haysen, ont été tués. Et 2 autres personnes, une autre maman et son fils de 5 ans aussi, ont été blessés pendant l'attaque. Enfin, au sud de la ville de Shadadi, d'autres attaques de Daesh ont été signalées, mais les défenseurs kurdes ont très rapidement pu refouler les agresseurs. Staffan de Mistura est l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie. Il a remis un rapport cette semaine. Ce texte essaie de modifier les rapports de force en Syrie. Mais les Kurdes sont toujours ignorés par le diplomate de l'ONU. Un dernier rapport de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a été rentré ce 24 mars. Il ressort à la lecture de ce texte que l'émissaire de l'ONU souhaite bricoler une sortie de crise sur base des formes existantes de l'État syrien, en excluant d'emblée toutes les revendications des populations kurdes et des populations arabes, turkmènes et assyriaques du nord de la Syrie. La coprésidente de l'Assemblée démocratique syrienne, Ilham Ahmet, a réagi. Elle estime que l'on ne peut plus forcer le peuple syrien à vivre encore sous l'autorité d'un pouvoir central. Par ailleurs, l'exclusion des représentants du nord de la Syrie rend nulles et non avenues les décisions prises en leur absence à Genève. Ces représentants sont réunis au sein de l'Assemblée démocratique syrienne, une assemblée constituée de tous les habitants des zones libérées, des Kurdes donc, mais aussi des Turkmènes et des Arabes. Et les représentants de l'Assemblée démocratique syrienne estiment que la solution fédérale sera la seule capable de sortir le peuple de la crise syrienne. Des manifestations populaires ont également eu lieu à Derbessier, à Derik ou à Tirmesa.
les foules portaient des affiches avec les slogans « Le fédéralisme est la volonté du peuple » ou bien encore « Les pourparlers de Genève ne sont pas possibles sans les Kurdes ». Les YPG ont pu analyser des documents saisis dans les quartiers généraux des forces de Daesh à Hol, à Kizwan, à Geresipi, à Shaddadi. Ces documents confirment la participation de l'État turc à la formation militaire du Daesh, notamment à la formation des nouvelles recrues. Les documents saisis dans les divers quartiers généraux des forces de l'organisation Daesh sont rédigés en langue turque. Les tout nouveaux arrivants de Daesh en provenance du monde entier, mais surtout du Kazakhstan, du Tadjikistan et d'Indonésie, reçoivent donc tout d'abord des leçons de langue turque. Les notes qui sont saisies lors des réunions de formation sont également en langue turque. Ces notes traitent des différents grades et rangs dans Daesh, de la manière d'utiliser les armes et les explosifs, des premiers soins, mais, et c'est le plus inquiétant, de la manière de se procurer et d'utiliser des substances chimiques. De nombreux documents saisis sont frappés du logo du Croissant Rouge turc ou bien du logo d'hôpitaux de Turquie. Ces notes sont souvent retraduites en arabe. Les futurs membres des bandes armées de Daesh s'initiaient également au maniement des Kalachnikov, des M16, des BKC et du lance-roquettes B7. Un autre document a été saisi sur un haut gradé de Daesh qui traite de l'administration mise en place dans les villes contrôlées par Daesh, des villes comme Raqqa ou Mossoul. Sur toutes ces feuilles, rédigées en turc, le drapeau turc est en en-tête. Et ce sont des centaines de membres de Daesh qui transitent par la Turquie. Tous ces nouveaux arrivés reçoivent des permis de résidence et des visas. Le bureau de l'emploi et du travail de Konya, une ville réputée problématique de Turquie pour son soutien au Daesh, ce bureau est particulièrement actif. Des adresses et des sociétés en Turquie y sont recommandées aux apprentis égorgeurs. La Russie, par la voix de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a présenté d'autres preuves de transfert d'armes et de munitions auprès du Conseil de sécurité. Selon ces documents remis, la Turquie aura envoyé pour 2 millions de dollars d'explosifs et de produits chimiques par les postes frontières de Reynali, d'Azaz, de Kamchlo et de Jarablus. Voici ce que disent entre autres les documents. La Turquie est le principal revendeur d'armes et de technologies militaires au Daesh. Les services secrets turcs se servent d'organisations illégales pour orchestrer ce trafic d'armes. Des autos et du matériel d'aide humanitaire est utilisé pour ce trafic. Les agents turcs ont fourni aux militants du front de Damas des lance-roquettes RPG-7 et des armes de calibre 7,62 et 12,7 mm. L'Association pour la protection des droits de l'homme et des libertés a sponsorisé le don de 55 tonnes de nourriture aux membres de Daesh ce 25 janvier. Et la Fondation Béchar est le principal sponsor pour tous ces dons. Les autorités turques ont imposé le couvre-feu sur une série de villes, à Shırnak, à Gavr, à Nusaybin. Les habitants sont attaqués quotidiennement, ils sont bombardés par des tirs d'artillerie et des mortiers. Ils sont aussi attaqués par des hélicoptères. À Nusaybin, ville sous couvre-feu depuis 21 jours. Les tentatives d'infiltration des forces spéciales de la police turque succèdent aux frappes des tanks. Les unités d'autodéfense Yapasa et Yapasagin, qui sont constituées des jeunes des quartiers attaqués, résistent et ne laissent pas les forces d'occupation pénétrer dans Nusaybin. Depuis la ligne frontière qui sépare Nusaybin de sa ville sœur syrienne, Kamchlo, les chars turcs pilonnent les habitations. De nombreuses maisons sont détruites et des fumées épaisses s'échappent de la ville. À Gevur, dans le district d'Hakkari, on observe les mêmes violences. Les forces de l'État turc profitent également de la guerre qu'ils portent au cœur des villes kurdes pour piller les habitations. Lave-vaisselle, frigo et télévision sont ainsi emportés par les pilleurs des forces de la sécurité turque. Sous les bombardements, on dénombre déjà des centaines de bâtiments à usage résidentiel ou commercial qui ont été réduits en cendres. Quand un bâtiment brûle, les forces des opérations spéciales de la police et de la gendarmerie interdisent l'accès des lieux aux pompiers. Les zones rurales de Gevur sont elles aussi bombardées.
Alekanan et Khadian, deux villages situés près de Gever, ont subi une pluie incessante de bombes depuis des hélicoptères Cobra ce vendredi. À Sirnak aussi, les forces de l'État bombardent. Les quartiers qui n'ont pas été protégés par des tranchées, des barricades, sont également visés par un déluge de feu. À Sirnak, les forces de la résistance civile kurde, les unités Yapasa, empêchent aussi la progression des forces armées turques dans leur ville. Le minaret de la mosquée Darussalam, dans le quartier de Dicle, a été abattu par les tirs des forces turques et le feu a pris à l'intérieur de la mosquée. Il y a eu un couvre-feu d'application pendant 44 jours à Hazar, mais il a été levé. Les habitants de cette ville dévastée ont pu constater les dégâts. Mais avant de pouvoir rentrer chez eux, il leur faut encore se soumettre aux fouilles des forces turques qui contrôlent tous les accès de la ville. Murat Kayaralan, commandant général des forces de Hapaka. Il a prononcé un discours à la mémoire du martyr Massoum Korkamaz. Il a tenu un rapport que les Hapaga interviendront ce printemps à la demande des populations qui sont victimes de l'AKP. Depuis le quartier général des forces de la résistance populaire kurde, Murat Kayaralan, le commandant en chef des unités Hapaga, a tenu à évoquer le souvenir de Massoum Korkmaz, cette figure légendaire de la résistance des Kurdes face aux violences de l'État turc, lors de la prise dans les années 80 du pouvoir par le putschiste Kenan Evren. Aujourd'hui, a affirmé Kayaralan, cette lutte entamée par Korkmaz est entrée dans l'histoire, et ce sont dorénavant des dizaines de milliers de combattants qui poursuivent son combat. Et ce combat, promis Kayaralan, va se poursuivre avec le retour du printemps. Les Hapaga vont soutenir le combat pour la résistance menée par les Yapasa dans les villes. Malgré les frappes aériennes de cet hiver sur les montagnes de Kandil, les forces Hapaga n'ont pas été affectées dans leur capacité à mener des actions. L'attaque du poste de Mermer, la semaine dernière, le confirme d'ailleurs. Et cette attaque de Mermer s'inscrit déjà dans cette reprise des combats contre l'oppresseur. Pour Kayaralan, l'AKP est effrayé. Il est effrayé par ses échecs diplomatiques et militaires, mais surtout, il est effrayé par les crimes contre l'humanité commis sous les ordres du palais dans les villes kurdes. Sur le terrain, la guérilla a donc lancé une offensive ce lundi sur la colline de Seydan, près de la ligne frontière à Uludere, dans le district de Sirnak. Cette action a été menée en la mémoire du camarade Agit, Massoum Korkmaz. Au moins 8 soldats y ont été tués. Près d'Oremar, ce sont 7 soldats, parmi lesquels un officier de haut rang, qui ont été tués samedi dernier. Ce mardi 29, ce sont 2 combattants de la guérilla qui ont payé de leur vie la résistance à l'oppresseur. L'un d'eux, Denis Alisher, a été blessé dans les combats et capturé vivant. Les soldats turcs l'ont ensuite massacré. Enfin, ce jeudi à Ahmet, un quart de la police rempli de membres des opérations spéciales, parmi lesquels un ancien garde du corps d'Erdogan, a été soufflé par une explosion. Les rapports officiels prétendent qu'il n'y aurait eu que 7 morts dans l'attaque. Mais ce sont 17 membres des forces spéciales qui ont été tués dans cette attaque. Il y a aussi eu 13 blessés. Dans les villes soumises au couvre-feu, les habitants ont pris en main leur protection. Les jeunes Kurdes défendent leur quartier contre les forces turques. Les agresseurs disposent de moyens militaires très importants. Mais les unités d'autodéfense Yapasa et Yapasa-Jin parviennent à empêcher les occupants d'entrer dans les quartiers. À Sirnak, les bâtiments de la gendarmerie et celui du directoire de l'éducation nationale, un bâtiment réquisitionné par les forces turques, ces 2 bâtiments donc ont été la cible de tirs de roquettes. Les forces turques ont perdu de nombreux soldats dans cette attaque revendiquée par les unités Yapasa. Un rapport remis mercredi par le comité des Yapasa fait le compte des derniers combats menés à Gever, à Sirnak et à Nusaybin. Il y aurait eu en tout 21 membres des forces turques tués dans les attaques récentes menées contre les quartiers kurdes. À Nusaybin, une explosion a touché 2 véhicules blindés, les détruisant et tuant 7 occupants. On dénombre également 22 blessés dans cette attaque.
Nous allons maintenant rejoindre par téléphone en France Belivan Ferhat qui représente les mouvements des femmes kurdes en France. Belivan, bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, Erdogan choisit-il la voie de la violence contre la population kurde et la confrontation? Écoutez, il faut remonter, il ne s'agit pas d'une décision d'il y a quelques mois, il faut remonter beaucoup plus loin. Il faut déjà noter que les pourparlers de paix qui avaient commencé avec M. Abdullah Öcalan ont été subitement stoppés au mois de avril 2015, à la veille des élections du mois de juillet. Car Erdogan projette depuis des années de conforter sa position en changeant la constitution. De ce fait, le parti qu'on considère pro-kurde, c'est-à-dire le HDP, le Parti démocratique des peuples, qui a énormément de soutien au Kurdistan, était un danger pour Erdogan. Donc, à la veille des élections, il a stoppé tout pour parler avec les forces kurdes pour commencer une certaine menace sur les Kurdes en disant si aux élections je n'arrive pas à obtenir la majorité absolue, eh bien il n'y aura pas de pourparlers de paix, soit c'est moi, soit c'est le chaos. C'est vraiment le mot qu'il a utilisé et que toutes les presses et médias turcs ont repris par la suite. Donc, au lendemain des élections du mois de juillet, étant donné que le HDP a gagné plus de 83 députés, de ce fait brisant le rêve d'Erdogan d'avoir la majorité absolue, de changer la constitution, de instaurer un système présidentiel de tout pouvoir comme il projetait, eh bien, il a, dès le mois d'août, déclaré une guerre sans précédent, une guerre vraiment envers les civils kurdes dans les villes qui ont voté à 75, 80, voire 95% pour le HDP. Il a renouvelé les élections au mois de novembre pour à nouveau essayer d'obtenir la majorité absolue. Et malgré tout, il n'a pas obtenu sa majorité absolue. Et depuis, la guerre contre les Kurdes, contre les villes kurdes, continue. Les Kurdes n'avaient pas d'autre alternative que de creuser des tranchées, de construire des murs pour se défendre contre les tanks, les blindés de l'armée turque. Car je voudrais quand même rappeler un petit point. En 2012, il y a une opération menée contre la communauté des peuples du Kurdistan, contre le KCK, et plus de 10 000 personnes avaient été arrêtées. Des politiciens, des militants, des élus. Et ces gens-là avaient été menottés. On leur avait donné un sac en plastique dans les mains avec un petit sous-vêtement et un t-shirt. Et ces gens-là étaient exposés à la presse et aux médias, humiliés. Donc c'est pour éviter justement que cette situation se renouvelle. C'est pour cela que les Kurdes, les civils kurdes, ont construit des tranchées pour empêcher l'arrivée de l'armée turque. Il faut aussi souligner, c'est très important si vous permettez, j'aimerais pouvoir terminer cela. Il faut aussi souligner qu'il y a un projet de reconstruction, de changement démographique des villes kurdes depuis 2011. C'est-à-dire les villes comme Diyarbakir, la ville historique qui est placée dans le patrimoine universel de l'UNICEF, la ville de Sour. Il y avait un projet de changement démographique, de changement, des habitations, de construction. Donc ces villes ont été détruites pour que des nouvelles constructions au bénéfice des hommes du pouvoir soient construites et aussi, surtout, pour déplacer les habitants kurdes, pour éviter justement que les Kurdes puissent se regrouper, puissent défendre leur identité, puissent défendre leur avenir dignement. Belivan Ferhat, est-ce que la Turquie s'isole, selon vous, sur la scène internationale? Quelles peuvent être les conséquences sur le peuple kurde? Écoutez, le peuple kurde
comment je veux dire, a une volonté de regarder autour de lui avec espoir, avec décence, en espérant que la communauté internationale puisse voir la résistance légitime, la lutte légitime d'un peuple de 40 millions qui est sans statut. Et ce peuple est sans statut, il faut bien le souligner, suite au traçage des frontières Sykes-Picot, dont la France et l'Angleterre sont les signataires. Et les Kurdes attendent une reconnaissance internationale légitime du fait de leur combat acharné en Irak, en Syrie contre les barbares de Daesh, mais aussi contre le système totalitaire, voire autocrate d'Erdogan. Et les Occidentaux, l'Europe, la France, les États-Unis doivent voir que Erdogan est un danger pour l'avenir, pas seulement de la Turquie, mais du Moyen-Orient, que le fait qu'il utilise les réfugiés qui viennent d'Irak ou de Syrie comme bouclier ou comme chantage envers l'Occident n'a pas de fondement, puisque ces réfugiés sont maltraités. Je prends l'exemple de plusieurs journaux, dont des journaux anglais qui ont titré que des réfugiés syriens étaient renvoyés de force en Syrie ou étaient abattus. Et l'Occident refuse de voir la réalité ou les massacres menés par le gouvernement d'Erdogan, les crimes contre l'humanité, parce que ça va au-delà des massacres, pour le seul fait que la Turquie contient pour les réfugiés qui viennent de Syrie et d'Irak. Mais ce n'est qu'un paravent. La Turquie, Erdogan utilise ces réfugiés, et là on voit qu'il y a beaucoup d'États, dont notamment les États-Unis, par le biais de M. Obama, et d'autres ont signalé à la Turquie leur préoccupation quant aux violations des droits de l'homme, aux arrestations des journalistes, sans parler de la réalité ou des massacres perpétrés sur les Kurdes. Les Kurdes ont l'espoir, nous avons l'espoir de croire que l'Occident, que l'Europe, que les nations... Berivan Ferhat, merci beaucoup pour votre intervention. L'opposition kurde en Turquie est la cible des autorités judiciaires. De nombreuses perquisitions, des arrestations et des inculpations ont lieu chaque semaine. Le prétexte est aujourd'hui le même. Les autorités turques invoquent le soutien à une organisation terroriste. Dans la ville d'Ahmet, 7 membres du comité organisateur de la fête de Naros ont été arrêtés à domicile lors d'un raid des forces de la police. Sur l'acte d'accusation du procureur public de Diyarbakır, on leur reproche de faire de la propagande pour les terroristes. À Batman, à Sirnak et à Mardin, ce sont encore 7 autres personnes qui ont été arrêtées ce mercredi. Ce sont des représentants du HDP et du DBP. Il y a aussi des femmes dans les personnes arrêtées. Leyla Salman, la coprésidente de la municipalité de Kiziltepe, Zeynep Sepchik, la coprésidente de la municipalité de Dergeshit, et la conseillère municipale Yüksel Ogus. Leyla Salman a été arrêtée parce que les autorités turques lui reprochent de protéger des criminels. Jeudi, 13 personnes de Vezirava, près de Gever, ont aussi été arrêtées. À Bingöl, des véhicules blindés ont encerclé le village de Kargapazar. Les soldats ont fouillé les maisons les unes après les autres et ont emmené l'ancien maire de Karliova, Farid Çelik, ainsi que 16 autres personnes. À Batman, les opérations de répression de l'opposition ont permis aux autorités turques d'enfermer 5 personnes. Et à Siirt, c'est la représentante du DBP, Atice Dayan, qui a été emmenée après que les policiers aient mené un raid sur son domicile. Une fois emprisonnés, les militants kurdes sont soumis à l'arbitraire des déplacements carcéraux. 21 prisonniers politiques ont ainsi été déplacés vers des lieux de détention éloignés de leurs familles dans les prisons d'Ankara, de Giresun ou de Çanakkale.
L'organisation des femmes Yekiti Yastar a organisé dans la ville allemande de Cologne son 3e congrès. Le comité européen du Yekiti Yastar a élu un comité organisateur de 23 membres. Dimanche dernier, à Cologne, le 3e congrès des femmes libres du Yekiti Yastar se tenait avec le parti PADA sous le thème « Des femmes libres de Syrie et de la démocratie ». 160 femmes en provenance de toute l'Europe ont débattu du rôle des femmes dans la Révolution, en compagnie de Nasrin Abdallah, la commandante des unités Yapaja. Des comités locaux se constitueront en Europe pour soutenir les projets des femmes kurdes. Parmi ces projets évoqués, citons entre autres celui des formations destinées à permettre aux femmes de prendre en main des cellules de médiation des conflits et celui destiné à donner aux femmes le moyen d'être mieux représentées tant dans le travail diplomatique que médiatique. On arrive à la fin de notre journal. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.